It does make me think of all the monumental and pioneering work of so many visionary environmentalists that have gone before. Cela se produisit sans avertissement, sans annonce, seulement le léger grincement d'une plume sur un parchemin dans le silence matinal. Le prince William, avec une expression qui ne trahissait ni hésitation ni doute, signa l'ordonnance qui privait la famille de Camilla de son influence et de ses avantages financiers au sein des trusts royaux. D'un geste délibéré, des décennies de compromis furent brisées et l'équilibre des pouvoirs au sein de la monarchie se modifia irréversiblement. L'acte fut chirurgical, silencieux et dévastateur. À l'intérieur du palais, les couloirs habituellement animés de murmures de cérémonie et de devoirs furent soudain lourds de malaise. Le personnel marchait d'un pas vif, évitant tout contact visuel comme si le sol de marbre sous leurs pieds recelait un secret trop dangereux pour être révélé. Pour Guillaume, cette décision était bien plus qu'une simple formalité administrative. C'était un acte de défiance calculé, un geste qui allait mettre à l'épreuve non seulement sa relation avec son père, mais aussi la résilience d'une institution déjà affaiblie par des années de scandales. Les enfants et petits-enfants de Camilla avaient longtemps été liés aux biens royaux, profitant discrètement de privilèges que de nombreux critiques jugeaient immérités. Ce qui avait été autrefois toléré comme le prix de la paix au sein de la famille Windsor était devenu un grief public. En les supprimant, Guillaume s'attaquait non seulement aux droits financiers, mais aussi à l'idée même que des parents non consanguins puissent façonner le destin de la couronne. Au-delà des murs du palais, la réaction du public fut immédiate et électrisante. Les commentateurs des médias britanniques et internationaux saluèrent l'audace de William. Sur des plateformes comme Reuters et la BBC, des analystes soulignèrent que cet acte reflétait un profond désir de responsabilité de la part de l'opinion publique. Pendant des années, les sondages avaient montré une perte de confiance dans la monarchie, notamment chez les jeunes citoyens qui remettaient en question sa pertinence. L'action de William a soudainement changé la donne. Au lieu d'être accusé de privilège, il fut présenté comme le protecteur de l'héritage, le fils de Diana, qui avait enfin agi en accord avec les valeurs qu'elle symbolisait. Les hashtags en ligne louant son courage furent tendance pendant des jours, trouvant un écho bien au-delà du Royaume-Uni et dans les discours européens et américains. À l'intérieur du palais de Buckingham, cependant, le silence régnait. Le roi Charles ne fit pas de déclaration immédiate. Il semblait las, tiraillé entre la loyauté qu'il devait à son fils et le dévouement qu'il témoignait depuis longtemps à son épouse. Camilla, surprise par la rapidité de la décision, se retira dans ses appartements privés. Des témoins évoquèrent une atmosphère si tendue que même les réunions d'information de routine furent annulées. La reine consort, autrefois célébrée pour sa résilience, semblait désormais isoler son influence, lui glissant entre les mains comme du sable. Pour les observateurs, ce n'était pas un hasard si ce moment coïncidait avec une crise plus vaste. Partout en Europe, les institutions ancrées dans la tradition ont été confrontées à des vagues de scepticisme. Sur le continent, les débats sur la transparence, la responsabilité et l'héritage se sont déroulés non seulement au sein des parlements, mais aussi au sein de symboles culturels comme les monarchies. Le choix de William reflétait cette tendance plus large. En Allemagne, DW rapportait que sa grève avait trouvé un écho auprès d'un public lassé de l'impunité des élites. En France, Le Monde relevait des parallèles avec la demande croissante de réforme de la part de l'opinion publique vis-à-vis des vieilles institutions. Même aux États-Unis, où l'administration de Donald Trump a relancé le débat sur la politique de l'héritage, l'action de William s'inscrivait dans une vague mondiale de dirigeants redéfinissant l'héritage et la légitimité. Ce qui rendit cette première frappe si puissante ne résidait pas seulement dans le retrait de la famille de Camilla des trusts, mais dans le symbolisme qui l'accompagnait. Elle fut perçue comme une correction d'un déséquilibre, un rééquilibrage de la monarchie en faveur de la lignée et de l'histoire, plutôt que du compromis et du favoritisme. Les analystes se souvinrent que Diana avait un jour mis en garde contre les dangers de l'influence qui s'infiltrait au palais par le biais de relations et d'intérêts personnels. Pour beaucoup, la décision de William apparut comme l'accomplissement de cette prophétie. C'était à la fois une manœuvre concrète et un acte de restauration profondément émotionnel. Pourtant, sous les acclamations et l'approbation se cachaient des courants plus sombres. Les initiés du palais murmuraient des ressentiments des alliances, se nouant discrètement en coulisses. Les partisans de Camilla craignaient que ces décennies d'efforts pour asseoir sa légitimité au sein de la famille royale ne s'effilochent. La presse s'interrogeait sur la capacité de Charles à maintenir son autorité prise entre un fils déterminé et une épouse humiliée. Les médias internationaux spéculaient sur la possibilité de nouvelles fractures au sein de la maison Windsor, susceptibles de déstabiliser son image soigneusement entretenue. Pourtant, le premier pas revenait à Guillaume et il l'avait fait avec précision. En quelques heures, il avait redéfini la trajectoire de la monarchie, l'alignant davantage sur les attentes du public qu'elle ne l'avait été depuis des décennies. Les applaudissements à l'extérieur du palais étaient de plus éloquents que la tension intérieure.
Ce que la monarchie avait perdu en harmonie interne, elle l'avait gagné en approbation populaire, et cet échange donna le ton des batailles à venir. La question était désormais claire, la grève silencieuse de Guillaume resterait-elle dans les mémoires comme le premier pas vers le renouveau, ou déclencherait-elle un conflit susceptible d'ébranler les fondements même de la couronne? Les révélations qui suivirent la décision de Guillaume ne surgirent pas du jour au lendemain. Elles couvaient depuis des années enfouies sous la discrétion et le secret du palais. Lentement, discrètement, la vérité commença à émerger. Des rumeurs selon lesquelles la famille de Camilla aurait utilisé les propriétés royales à des fins personnelles avaient circulé dans les couloirs du palais bien avant que Guillaume ne prenne cette décision audacieuse. Pourtant, ce n'est que lorsque des documents fuités firent en surface que les pièces du puzzle s'assemblèrent enfin pour former un tableau accablant. Factures, contrats de location et registres fonciers révélèrent que des domaines liés à des fiducies royales étaient exploités à maintes reprises pour des réceptions privées et des projets d'entreprise. Une villa censée être réservée à un usage cérémoniel avait été louée pour des événements artistiques prestigieux liés au cercle de Laura Lopes. Une écurie désaffectée sous la garde royale accueillait discrètement des réunions culinaires liées aux partenaires de Tom Parker Bowles. Les preuves s'avéraient plus éloquentes que les spéculations et les rumeurs se transformèrent en tempêtes. Les médias britanniques se sont immédiatement emparés de l'affaire, la présentant comme la preuve que la monarchie s'était laissée infiltrer par des opportunistes. Les médias internationaux se sont joints à eux. Reuters a souligné que le scandale avait éclaté à un moment où les finances de la monarchie étaient déjà sous surveillance après un débat parlementaire sur la transparence. La BBC a souligné que l'action de William s'inscrivait directement dans une demande publique croissante de réforme au sein des institutions privilégiées héritées. En Allemagne, Deutsche Welle a établi des comparaisons avec les débats continentaux sur l'élitisme, soulignant que la couronne ne pouvait se permettre d'apparaître comme un refuge pour le favoritisme, alors que les sociétés européennes exigeaient des comptes de leur classe dirigeante. Pour le public, ces révélations ont justifié la grève de William. Les débats en ligne ont été houleux, ses partisans présentant sa décision comme une purge de la corruption attendue depuis longtemps. Les jeunes générations, souvent sceptiques à l'égard de la monarchie, ont réagi avec un enthousiasme inattendu, soulignant que pour une fois, l'institution semblait capable de s'autocorriger. Sur les réseaux sociaux, l'expression « prince du peuple » a refait surface, reliant William à l'héritage de Diana, dont l'image avait longtemps symbolisé l'honnêteté, contrastant avec les manipulations de la vie de palais. Au palais, les documents provoquèrent choc et consternation. Les fonctionnaires qui avaient balayé les rumeurs précédentes comme des ragots se retrouvèrent désormais face à des preuves irréfutables. Certains assistants reconnurent en privé avoir ignoré des irrégularités par crainte d'une confrontation. D'autres avouèrent que des anomalies mineures dans les registres financiers étaient systématiquement qualifiées d'erreurs administratives, permettant ainsi à des pratiques douteuses de perdurer sans contrôle. La prise de conscience que les proches de Camilla s'étaient stratégiquement positionnés pour bénéficier des ressources royales révéla une faiblesse systémique, une faiblesse qu'il était désormais impossible d'ignorer. Ce scandale a touché une corde sensible non seulement par ses implications financières, mais aussi par son symbolisme. La monarchie s'appuie sur une perception de pureté et de respect des traditions. Voir ses biens canalisés vers des entreprises privées était plus qu'un abus de confiance, c'était une profanation des valeurs mêmes qu'elle prétendait défendre. Ses détracteurs affirmaient que si la couronne ne pouvait pas protéger son propre héritage de l'opportunisme, comment pourrait-elle maintenir sa légitimité dans une démocratie moderne? Le moment de ces révélations coïncidait avec des débats plus larges au Royaume-Uni sur les inégalités et la hausse du coût de la vie. Alors que les familles ordinaires réduisèrent leur budget, les histoires d'exploitation des propriétés royales au profit des élites aggravaient la frustration publique. Les commentaires internationaux ont aggravé le coup. Al Jazeera a lié le scandale à la crise mondiale de confiance envers les élites dirigeantes, suggérant que la décision de William n'était pas seulement un acte de conviction personnelle, mais s'inscrivait dans une exigence culturelle plus large de responsabilité. Defense News, bien que centré sur les questions militaires, a même souligné l'impact symbolique de l'intégrité de la monarchie à une époque où la Grande-Bretagne cherchait à affirmer son leadership dans un monde secoué par la guerre en Ukraine et la montée des tensions en Asie. La stabilité intérieure, a-t-il soutenu, était essentielle à la crédibilité à l'étranger. L'effet sur Camilla elle-même fut dévastateur. Ce qui avait commencé comme des rumeurs de favoritisme se transforma en accusations de complicité. Même si elle n'avait pas été directement impliquée dans des malversations financières, l'implication de ses enfants et petits-enfants donnait à son influence un aspect toxique. Les observateurs royaux remarquèrent que son silence, autrefois interprété comme une marque de dignité, ressemblait désormais à de l'impuissance. En se retirant de ses fonctions publiques dans les jours qui suivirent l'action de William, elle alimenta involontairement un sentiment de culpabilité et d'humiliation. Pendant ce temps, l'image de Guillaume s'est envolée.
Il n'était plus perçu comme un simple héritier présomptif, mais comme un réformateur prêt à s'attaquer aux racines profondes des dysfonctionnements royaux. Les sondages menés par les principaux médias britanniques ont révélé une hausse soudaine de la cote de popularité de Guillaume et de Catherine. Les analystes ont observé que son audace contrastait fortement avec les hésitations du roi Charles, le positionnant comme la figure capable d'assurer la survie de la monarchie au XXIe siècle. Cette perception était renforcée par la présence de Catherine. Son soutien calme et constant lors des apparitions publiques amplifiait le sentiment que le couple représentait l'authenticité, la continuité et le renouveau. Le scandale a également mis en lumière des fissures au sein de la famille royale. La princesse Anne, longtemps considérée comme un pilier de la monarchie, aurait soutenu la décision de William lors de réunions privées, insistant sur la nécessité de protéger la lignée et l'intégrité de la couronne. Le prince Édouard, souvent considéré comme un personnage discret, aurait surveillé les écarts financiers pendant des années et son alignement discret sur William a provoqué une onde de choc au sein du personnel du palais. Pour la première fois depuis des décennies, la loyauté interne a semblé se détourner du monarque en place au profit de la génération suivante. Mais l'élément le plus marquant de cette phase ne fut pas seulement la révélation, mais la transformation. En affrontant des scandales cachés, Guillaume transforma le scepticisme du public en loyauté. Ce qui avait commencé comme une querelle familiale évolua rapidement vers une prise de position plus large sur la place de la monarchie dans la société moderne. Il avait non seulement retiré la famille de Camilla des trusts, mais aussi remis en question l'idée même que l'institution puisse abriter des privilèges absolus. Ces révélations ont confirmé qu'il ne s'agissait pas seulement d'une affaire de palais, mais d'une lutte plus vaste pour la transparence, l'héritage et la confiance. Les applaudissements à l'extérieur du palais de Buckingham se sont intensifiés, tout comme le ressentiment sous-jacent à l'intérieur. Le décor était planté pour un conflit plus profond. La famille de Camilla accepterait-elle sa chute en silence ou riposterait-elle avec ses propres secrets? Pour William, la décision de priver la famille de Camilla des trusts royaux n'était pas seulement une question d'argent ou de titres. Il s'agissait de rétablir un équilibre fragilisé depuis le décès de sa mère. Dès la mort de Diana, son image était gravée dans le marbre comme une figure tragique, mais pour William, ce souvenir était bien plus personnel. Il se souvenait d'elle non pas comme de l'icône mondiale adulée par les foules, mais comme de la mère isolée dans des salles dorées, luttant silencieusement pour protéger ses enfants de forces supérieures à elle. L'ombre de son absence hantait chaque cérémonie, chaque photo, chaque événement officiel. Pour lui, voir la famille de Camilla profiter des fruits de sa proximité avec la couronne était une insulte à la mémoire de Diana. Et cette prise de conscience transformait son acte en une forme de vengeance plutôt que de réforme. Les commentateurs britanniques n'ont pas tardé à associer l'audace de William à l'héritage durable de Diana. Le Times a écrit que cette décision symbolisait la reconnaissance par un fils de la lutte de sa mère contre la manipulation au sein de la monarchie. Outre-Atlantique, CNN l'a présenté comme une correction générationnelle William, choisissant les principes plutôt que le compromis. En Allemagne, DW a soutenu que l'éloignement de la famille de Camilla avait trouvé un écho auprès des jeunes Européens qui associaient Diana à l'honnêteté et à l'humanité, des qualités qui leur font souvent défaut dans les institutions traditionnelles. Même Al Jazeera a souligné comment la mémoire de Diana était devenue une arme que William utilisait pour fédérer l'opinion publique derrière lui. Ce qui a rendu ce moment si puissant, c'est la profonde émotion qu'il a suscitée. La foule s'est rassemblée devant le palais de Kensington avec des fleurs, non pas pour pleurer, mais pour célébrer ce qu'elle considérait comme une justice différée mais enfin rendue. Des hashtags comme « Justice pour Diana » ont déferlé sur les réseaux sociaux, mêlant nostalgie et indignation contemporaine. Pour une génération nourrie des récits des souffrances de Diana, l'acte de William a semblé confirmer que la monarchie pouvait reconnaître ses péchés passés et aller de l'avant avec un sens renouvelé de la responsabilité. Au palais, cependant, l'ambiance était plus sombre. Certains conseillers craignaient qu'en invoquant si fortement la mémoire de Diana Guillaume ne s'aliène son père. Charles avait passé des décennies à reconstruire son image après la mort de Diana et l'acceptation finale de Camilla comme reine consort fut la pierre angulaire de cet effort. Voir sa famille anéantie si impitoyablement n'était pas seulement une question financière, mais la destruction symbolique d'années de compromis prudents. Des initiés parlaient du silence de Charles comme d'un silence lourd de conflit. Il ne s'opposait pas ouvertement à son fils, mais ne défendait pas non plus Camilla. Cette paralysie révélait une institution tiraillée entre blessures passées et ambitions futures. Le rôle de Catherine durant cette période fut subtil, mais crucial. Connue pour son sang-froid, on la voyait rarement exprimer sa colère personnelle, mais on rapporte qu'elle-même aurait exprimé sa frustration en privé en apprenant que la famille de Camilla s'était immiscée dans les privilèges royaux. Pour de nombreux observateurs, sa présence aux côtés de William lors d'événements publics accentuait sa position. Elle incarnait une vision de continuité rappelant que la survie de la monarchie ne reposait pas sur le compromis, mais sur l'authenticité.
La presse internationale l'a présenté fréquemment comme la figure stabilisatrice qui transforma l'audace de William en symbole de la force familiale. Au-delà de sa résonance émotionnelle, cette décision s'inscrivait dans des débats sociaux plus larges. Partout au Royaume-Uni, les questions de privilèges, d'héritage et de responsabilité dominèrent déjà le discours politique. La montée des inégalités et les pressions économiques avaient créé un terreau fertile pour la critique des institutions héréditaires. La décision de Guillaume a modifié le discours. Au lieu d'apparaître comme une figure de plus défendant des privilèges désuets, il est devenu le symbole de la réforme au sein de la tradition. Les analystes ont souligné que ce repositionnement pourrait être la seule voie de survie à long terme pour la monarchie. En s'alignant sur les valeurs d'équité et de responsabilité, Guillaume a redéfini la légitimité royale au XXIe siècle. Les médias étrangers ont corroboré cette analyse. Reuters a lié la grève aux tendances mondiales de réforme institutionnelle, la comparant aux efforts déployés par d'autres pays européens pour moderniser les monarchies constitutionnelles. La BBC a souligné le contraste entre l'action décisive de Guillaume et le style plus réservé de Charles, suggérant que l'avenir de la monarchie résidait dans l'adoption d'une image plus tranchée et plus responsable. Des tribunes du Guardian ont même émis l'hypothèse que la volonté de Guillaume d'affronter des vérités dérangeantes pourrait retarder les appels au républicanisme en restaurant une certaine confiance du public. Pourtant, la puissance de l'héritage de Diana comportait des risques. Si le public soutenait massivement William, des sources proches du palais avertissaient qu'invoquer sa mémoire aussi ouvertement risquait de rouvrir de vieilles divisions au sein de la famille. Certains historiens royaux affirmaient que la monarchie avait longtemps évité d'aborder directement l'histoire de Diana, craignant que cela ne déstabilise le récit soigneusement entretenu de la continuité. En privilégiant désormais son héritage, William forçait l'institution à affronter les fantômes qu'elle avait tenté d'enterrer. La question était de savoir si cette prise de conscience renforcerait la monarchie ou en ébranlerait les fondements. Au fil des jours, le soutien à William n'a fait que croître. Les sondages ont révélé une hausse de popularité jamais observée depuis le jubilé d'or de la reine Élisabeth. Des interviews en direct ont permis de voir des citoyens ordinaires parler de la monarchie avec une chaleur rare, louant William comme un homme de principe. Les dirigeants internationaux en ont également pris note. Des commentateurs à Washington et à Paris ont suggéré que la détermination de William reflétait positivement l'image de la Grande-Bretagne à un moment où son influence mondiale était sous pression. En cette période de turbulence géopolitique, une monarchie qui projetait l'authenticité plutôt que la complaisance avait un poids diplomatique. Pourtant, l'enceinte du palais demeurait agitée. Des rumeurs circulaient sur la fureur croissante de Camilla sur sa détermination à riposter non seulement pour protéger sa famille, mais aussi pour préserver la légitimité qu'elle avait luttée pendant des décennies. Des sources proches du dossier faisaient état de consultations nocturnes avec ses alliés et de rumeurs de contre-offensive. La décision de Guillaume, ancrée dans sa loyauté envers la mémoire de sa mère, avait ouvert la voie à une confrontation ouverte. Le silence à l'intérieur du palais n'était plus celui du choc, mais celui de la préparation à une tempête que chacun pressentait venir. La question planait comme une ombre sur le palais de Buckingham. Guillaume avait-il renforcé la monarchie en invoquant Diana, ou avait-il réveillé une vieille rivalité qui pouvait la briser de l'intérieur? La réaction de Camilla fut rapide, furieuse et sans précédent au palais depuis des années. Pendant des décennies, elle avait escaladé les railleries et les scandales pour asseoir sa position auprès de Charles, et en quelques heures, Guillaume avait anéanti l'influence que sa famille avait discrètement bâtie. Dans l'intimité de ses appartements, la colère monta en flèche. Des rumeurs de haussements de voix, de portes claquées et d'explosions émotionnelles furent bientôt divulguées à la presse. De Londres à Sydney, les journaux la décrivirent comme humiliée et acculée, une reine consort déchue de son autorité dans sa propre maison. Pour ceux qui doutèrent depuis longtemps de son acceptation, cet instant confirma les soupçons selon lesquels sa place au sein de la monarchie n'avait jamais été entièrement assurée. Ce tournant fut d'autant plus dramatique qu'elle commença à rassembler une coalition. Plutôt que de reculer, Camilla s'allia à des alliés qui nourrissaient eux-mêmes des griefs contre Guillaume et la direction de la monarchie. Parmi eux se trouvait le prince Andrew, dont la réputation avait été entachée par un scandale et dont l'influence avait considérablement diminué. L'idée qu'Andrew refait surface comme acteur politique au sein du palais alarma les commentateurs et fit la une des journaux dans toute l'Europe. Le Daily Telegraph avertit que la monarchie pouvait difficilement se permettre le retour de personnalités discréditées à un moment où le soutien de l'opinion publique était fragile. La Deutsche Welle souligna l'ironie de voir Camilla, autrefois considérée comme la survivante d'un scandale, courtiser un autre membre de la famille royale en proie à des scandales pour tenter de riposter. Ses conseillers juridiques furent convoqués pour examiner la restructuration des trusts. Les avocats épluchèrent minutieusement les documents signés par William à la recherche de failles.
Certains médias spéculèrent que la famille de Camilla se préparait à intenter une action en justice invoquant des promesses informelles prétendument faites lors du couronnement de Charles. Laura Lopes, la fille de Camilla, était présentée comme une mère défendant farouchement les droits de ses enfants, tandis que Tom Parker Bowles exprimait discrètement ses frustrations dans des déclarations publiques soigneusement formulées. Cette apparence de défiance leur donnait un certain contrôle, mais le discours public général ne changea pas. Au lieu de la sympathie, la plupart des médias les présentèrent comme des opportunistes refusant d'accepter que la richesse et l'honneur de la monarchie ne leur appartenaient pas. Le soutien du public à Guillaume s'est encore accru à mesure que la contre-attaque de Camilla se déroulait. Sur les réseaux sociaux, ces efforts ont été qualifiés de désespoir. Les éditoriaux des principaux médias britanniques ont salué Guillaume pour son refus de plier. À l'international, la couverture médiatique a souligné le contraste saisissant entre un futur roi exigeant des comptes et une reine consort s'accrochant à ses griefs personnels. Reuters a publié une analyse soulignant que la décision de Guillaume intervenait à un moment où le monde entier se questionnait sur les privilèges héréditaires. Face à la montée des troubles sociaux dans certaines régions d'Europe et aux questions de légitimité des institutions espagnoles et belges, la couronne britannique ne pouvait se permettre d'être perçue comme indifférente à la corruption. Charles se retrouva dans une situation angoissante. Déchiré entre la loyauté envers sa femme et la fierté de son fils, il se retrancha dans le silence. Ce silence fut interprété par la presse comme une faiblesse, voire une trahison. Camilla l'aurait accusé en privé d'avoir choisi la loyauté de son fils à la mémoire de Diana au cours de décennies de leur relation. Pour Charles, c'était un choix impossible et sa réticence à affronter ouvertement William ne fit qu'accentuer le sentiment d'isolement de Camilla. Des commentateurs étrangers, notamment en France et aux États-Unis, notèrent que l'hésitation du roi contrastait avec la détermination de son fils, soulevant des questions sur l'équilibre des pouvoirs au sein de la monarchie. La fureur de Camilla n'a pas adouci l'opinion publique. Le Guardian l'a décrite comme une monarque luttant non pour l'institution, mais pour ses droits personnels. Al Jazeera a relayé des articles soulignant que la position de William avait trouvé un écho international comme une prise de position contre le népotisme. Les sondages au Royaume-Uni ont reflété ce changement. La cote de popularité de William et Catherine a atteint des sommets jamais atteints depuis le jubilé d'or d'Élisabeth, tandis que celle de Camilla a chuté brutalement. Dans ce climat, la présence de Catherine devint plus symbolique que jamais. Chacune de ses apparitions publiques aux côtés de William renforçait le sentiment de stabilité et d'authenticité. Des photos du couple accueillies par une foule enthousiaste circulèrent dans le monde entier, contrastant fortement avec les images de Camilla absente. Le symbolisme était indéniable, William et Catherine étaient représentés comme l'avenir Camilla, comme une figure du passé s'accrochant à une influence qui lui échappait déjà. Pourtant, la tension au sein du palais était palpable. Les fonctionnaires murmuraient que des factions se formèrent, certains s'alignant discrètement sur Guillaume, d'autres s'accrochant à Camilla. L'atmosphère devint si tendue que même les décisions mineures concernant le calendrier et le protocole étaient considérées comme des indicateurs de loyauté. Ce qui avait commencé comme une manœuvre financière ressemblait désormais à une lutte pour l'âme de la monarchie. Les historiens avertissaient que la couronne avait déjà traversé des crises, mais rarement avec des enjeux aussi personnels. Les échos de l'abdication d'Édouard VIII ou du divorce de Diana résonnaient dans l'analyse, mais ce conflit revêtait une dimension nouvelle. Il ne s'agissait pas d'une histoire d'amour ou d'un mariage, mais de légitimité d'héritage et de transmission de la confiance. La couverture médiatique internationale a fait en sorte que la crise ne pouvait être contenue en Grande-Bretagne. Les chaînes européennes et américaines ont présenté cette querelle comme emblématique des défis auxquels sont confrontées les monarchies traditionnelles à l'ère de la transparence. Les commentateurs ont soutenu que si Guillaume parvenait à supporter la résistance de Camilla et à conserver le soutien de l'opinion publique, il assurerait non seulement sa succession, mais aussi la crédibilité de la couronne elle-même. Pour Camilla, chaque geste semblait désormais accroître son isolement. Ses alliés hésitaient, les voies juridiques se réduisaient, et sa formidable résilience commençait à ressembler à de la fragilité. À la fin de la semaine, l'équilibre des forces était clair. La frappe calculée de Guillaume avait gagné en intensité grâce aux applaudissements du public, tandis que la contre-attaque de Camille ne faisait que révéler la fragilité de sa position. Pourtant, sa détermination n'avait pas faibli. Les rumeurs d'une confrontation plus large se faisaient plus fortes, suggérant que la bataille venait d'entrer dans une nouvelle phase. Ce qui avait commencé comme une grève silencieuse était devenu un affrontement ouvert et la monarchie se préparait à la prochaine révélation. La suite des événements modifia radicalement le cours du conflit. Alors que la famille de Camilla explorait des stratégies juridiques et tentait de rallier des voix favorables, une découverte inattendue émergea de la collection personnelle de documents de la défunte reine Élisabeth. Dans un tiroir de bureau privé soigneusement scellé et intact depuis ces derniers mois, la princesse Anne trouva un codicille manuscrit joint au testament officiel de la reine. Le parchemin était clair et sans équivoque.
Il stipulait que seuls les descendants directs de la lignée royale pouvaient accéder aux fiducies souveraines, aux droits et aux privilèges cérémoniels. De la main même de la reine, les parents non consanguins, aussi proches soient-ils par alliance, en étaient définitivement exclus. Le poids de cette révélation était stupéfiant. Anne, accompagnée de 2 conseillers juridiques qui avaient assisté à la signature, en confirma l'authenticité. Pendant des années, la monarchie avait opéré par le silence, accordant à la famille de Camilla l'accès à des événements et à des privilèges qui brouillaient les frontières de la légitimité. Mais la voix de la défunte reine, gravée dans l'encre, brisa définitivement ces arrangements. Lorsque Guillaume présenta le document au Conseil royal, le silence se fit. Même Charles, visiblement ébranlé, ne s'opposa pas. Il savait que contester le décret écrit de sa mère reviendrait à saper son héritage et à ébranler la stabilité de l'institution elle-même. L'annonce du codicille ne passa pas inaperçue. En quelques jours, des fuites provenant de sources internes au palais parvinrent aux principaux médias. La BBC rapporta l'autorité juridique du document, soulignant qu'il remplaçait toutes les promesses informelles faites après l'accession de Charles. Reuters relaya les commentaires d'experts constitutionnels affirmant que le codicille levait toute ambiguïté, rendant la décision antérieure de Guillaume non seulement moralement, mais aussi juridiquement inattaquable. Deutsche Welle souligna comment l'action de la reine reflétait son profond malaise durant ces dernières années face à l'influence croissante de Camilla, soulignant qu'elle avait pris des mesures pour protéger la lignée bien avant l'intervention de Guillaume. La réaction du public fut fulgurante. Ce qui avait été perçu comme la croisade personnelle de William s'apparentait désormais à la poursuite des dernières volontés de sa grand-mère. La foule rassemblée devant le palais de Buckingham acclamait non seulement William, mais aussi la mémoire d'Élisabeth vénérée pour sa clairvoyance et sa discipline. Des tribunes du Times la félicitèrent d'avoir laissé un garde-fou empêchant la monarchie de se dissoudre sous l'influence d'influences opportunistes. Les commentaires internationaux se firent l'écho de ce point de vue. Le New York Times observa que le codicille transformait la confrontation en une querelle familiale en un moment constitutionnel garantissant le principe de l'intégrité de la lignée pour des générations. Pour Camilla, la révélation fut dévastatrice. Tout espoir de faire annuler la décision de William par voie judiciaire s'évanouit du jour au lendemain. Les affirmations de sa famille concernant des promesses informelles paraissaient désormais vaines face au décret manuscrit de la reine. Les avocats qui avaient autrefois évoqué avec assurance la possibilité de contester les trusts se retirèrent. Les alliés qui l'avaient timidement soutenu se retirèrent, peu disposés à s'opposer à la volonté du monarque au règne le plus long de l'histoire britannique. Des rumeurs circulèrent, la rapportant assise en silence lors d'une lecture privée du codicille, le visage vide de toute expression, alors que la réalité la rattrapait. Au sein du palais, le rôle de la princesse Anne, dans la révélation du codicille, ajoutait une dimension supplémentaire à son importance. Longtemps considérée comme la plus fidèle des enfants de la reine Anne, avait rarement recherché la lumière des projecteurs. Pourtant, en produisant ce document, elle démontrait son allégeance. Pendant des années, elle avait nourri des réserves quant à la présence croissante de Camilla, et elle fournissait désormais l'instrument qui clôturait définitivement l'affaire. Les analystes ont noté que cet acte renforçait la perception d'un front royal uni derrière Guillaume Anne et Édouard, s'unissant pour le soutenir. Le symbolisme de la fratrie unie, forte des paroles de la reine, rassurait le public sur le fait que la monarchie ne s'effondrait pas, mais se recentrait sur son noyau. Les implications juridiques étaient tout aussi profondes. Les constitutionnalistes expliquèrent que le codicille, bien que privé, avait force obligatoire en droit royal, car il avait été signé sous le sceau souverain et authentifié par des conseillers compétents. Bien qu'il ne fût pas destiné à être rendu public, sa découverte signifiait qu'il pouvait être invoqué pour invalider toute revendication de la famille de Camilla. DW rapporta que la monarchie disposait désormais de l'un de ses fondements juridiques les plus solides pour exclure les parents non consanguins, une garantie qui perdurerait au-delà du règne de Guillaume. Sur le plan international, cette histoire a renforcé la pertinence de la monarchie à une époque où nombreux étaient ceux qui s'interrogeaient sur son avenir. Les commentateurs européens ont noté que tandis que d'autres monarchies s'affaiblissaient ou étaient critiquées, la Grande-Bretagne semblait se redéfinir avec une précision délibérée. En invoquant à la fois la mémoire de Diana et l'autorité d'Elizabeth William, a ancré l'institution dans la continuité, tout en réduisant ses vulnérabilités. Les analystes de Washington ont observé que ce repositionnement a conféré à la Grande-Bretagne une stabilité symbolique à une époque où les alliances occidentales étaient mises à l'épreuve par des conflits mondiaux de l'Ukraine au Pacifique. Le codicille a également fait taire une grande partie de l'opposition en Grande-Bretagne. Même les commentateurs républicains, tout en restant critiques de principe envers la monarchie, ont admis que l'utilisation par Guillaume du décret de la reine témoignait d'un rare niveau de transparence et de responsabilité. Les sondages d'opinion ont reflété ce changement. L'approbation de Guillaume a atteint des sommets historiques, rivalisant avec celle d'Élisabeth lors de ses jubilés les plus prestigieux.
L'absence de Camilla lors des engagements publics, quant à elle, a été interprétée moins comme de la diplomatie que comme une défaite. En fin de compte, la découverte du codicille ne fut pas seulement un document du passé, mais un tournant décisif pour l'avenir. Elle valida la frappe de Guillaume, neutralisa la contre-attaque de Camille et fournit un cadre juridique qui redéfinit la monarchie. Ce qui avait commencé comme des rumeurs de scandale était devenu une réinitialisation constitutionnelle. La tempête à l'extérieur du palais s'apaisa et laissa place à une prise de conscience collective. La monarchie n'était plus à la dérive. Elle avait choisi sa voie et Guillaume la guidait. La question subsistait désormais à voix basse parmi ses partisans comme ses détracteurs. Fort des paroles de sa grand-mère et de la voix du peuple, quelle serait la prochaine action de Guillaume pour assurer l'avenir de la couronne? Une fois le codicille révélé et la famille de Camilla privée de ses droits, Guillaume s'empressa de consolider la transformation. Son acte suivant ne fut pas théâtral, mais précise une restructuration des fiducies royales, garantissant que la richesse et l'héritage futur resteraient liés à la lignée. Pour la première fois dans l'histoire royale, les ressources souveraines furent réorientées dans un souci de transparence. Georges, Charlotte et Louis furent nommés fiduciaires légitimes du futur héritage de la couronne. Aux yeux du public, il s'agissait de bien plus qu'une simple formalité administrative. C'était une déclaration d'intention, une ligne gravée dans la pierre qui positionnait Guillaume non seulement comme héritier, mais aussi comme protecteur de l'essence même de la monarchie. La réaction fut immédiate et tonitruante dans toute la Grande-Bretagne. Les journaux qui hésitaient autrefois à louer l'institution publièrent désormais des titres saluant le courage de William. Les réseaux sociaux explosèrent de joie. Des hashtags célébrant l'héritage de Diana et la détermination de William furent tendance pendant des jours, unissant les générations dans leur approbation. Les citoyens plus âgés voyaient en lui un garant de la continuité, tandis que les plus jeunes admiraient sa volonté de s'attaquer à des privilèges bien ancrés. Partout en Europe, la couverture médiatique souligna comment l'action de William résonnait avec une exigence culturelle plus large de responsabilisation de la part des institutions. Reuters compara sa restructuration à celles observées dans d'autres monarchies luttant pour rester pertinentes, tandis que la BBC rapporta que la cote de popularité de William et Catherine avait atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies. Le roi Charles, habitué depuis longtemps à une diplomatie prudente, en surprit plus d'un en prenant enfin la parole publiquement. Son discours mesuré, mais empreint d'émotion, saluait la force et le jugement de son fils. Sans prononcer le mot « abdication », il laissa entrevoir une transition évoquant des flambeaux passés et un avenir assuré. Pour une institution qui se nourrit de symbolisme, le message était sans équivoque. Le monarque reconnaissait que le peuple considérait déjà Guillaume comme la boussole morale de la couronne. Cette reconnaissance conjuguée à la force tranquille de Catherine à ses côtés marqua le début de ce que les médias surnommèrent rapidement la couronne du peuple. Le rôle de Catherine dans ce nouveau chapitre ne saurait être surestimé. Sa présence assurée et gracieuse devint le pilier d'une monarchie passant du rituel à la pertinence. Nombreux furent ceux qui virent dans son assurance l'écho de l'esprit de Diana, non pas par imitation, mais par authenticité. Les apparitions publiques du couple suscitèrent des applaudissements nourris du genre inédit depuis l'âge d'or d'Élisabeth. Les commentateurs de la presse internationale les qualifièrent de symboles de renouveau. Pour une société lasse des scandales et des privilèges, William et Catherine incarnaient stabilité, conviction et détermination. Pendant ce temps, Camilla s'était retirée dans le silence. Ses fonctions publiques avaient disparu du calendrier sans explication et sa famille avait disparu des gros titres. La fureur qui avait autrefois secoué les murs du palais avait cédé la place à une résignation silencieuse. Ses alliés autrefois à ses côtés avaient pris leur distance, refusant de risquer d'être liés à une cause vaincue. La couverture médiatique internationale présentait son retrait comme inévitable. Al Jazeera le décrivait comme l'étape finale de son parcours du scandale au couronnement, puis à l'éclipse. Selon le récit désormais adopté par la presse, et le public, William avait non seulement neutralisé son influence, mais aussi redéfini la monarchie en tournant définitivement ce chapitre. L'impact plus large de ces événements s'est étendu au-delà des portes du palais. Les analystes politiques ont noté que l'assurance de Guillaume II a renforcé l'image de la Grande-Bretagne dans un contexte d'incertitude internationale. Face aux conflits qui faisaient rage en Ukraine et aux tensions croissantes en Asie, la Grande-Bretagne devait projeter une image de stabilité. Une monarchie unie derrière Guillaume II, exempte de tout scandale interne, conférait à la nation un avantage symbolique sur la scène internationale. Les tribunes des journaux européens affirmaient que sa gestion décisive des intrigues de palais pouvait même protéger la monarchie de nouvelles pressions républicaines. En luttant contre la corruption et en privilégiant la transparence, il a donné à l'institution une bouée de sauvetage dans un siècle de scepticisme à l'égard du pouvoir hérité. Pourtant, alors même que les célébrations résonnaient dans tout le pays, des initiés avertissaient que la lutte n'était pas entièrement terminée. Les enfants et les alliés de Camilla évoquèrent des mémoires et des récits révélateurs susceptibles de révéler des dissensions privées.
Les historiens spéculaient sur la façon dont les générations futures interpréteraient cette période comme un triomphe de la réforme ou comme l'étincelle d'un ressentiment persistant. Mais pour l'instant, l'autorité de Guillaume semblait inattaquable. Il avait tenu bon face au scandale invoqué, les voix de Diana et d'Élisabeth, et s'était imposé avec le soutien massif du public. Quelques jours plus tard, lorsqu'il monta sur scène lors d'un événement caritatif, les applaudissements ne relevaient pas de la politesse. C'était un tonnerre de gratitude, le son d'un peuple qui sentait sa monarchie reconquise. L'image de Guillaume et Catherine, debout côte à côte, baignés par les acclamations de la foule, se cristallisa en un symbole de changement générationnel. La monarchie n'était plus seulement perçue comme une institution ancienne en perte de vitesse. Elle était une fois de plus liée à des valeurs d'équité, de résilience et d'authenticité. Les cloches de Westminster sonnaient en arrière-plan, tandis que les analystes écrivaient que la Grande-Bretagne entrait dans un nouveau chapitre. Il ne s'agissait pas seulement de titres, mais d'un héritage restauré, d'une promesse tenue et d'un avenir assuré. Pour Guillaume, le cheminement de la grève silencieuse à la couronne populaire était achevé. Pourtant, une question persistait dans l'esprit de ses partisans comme de ses critiques. Ce nouvel élan allait-il porter la monarchie vers le renouveau ou n'avait-il fait que repousser la prochaine tempête qui se profilait à l'horizon ?